Quelques brindilles, quelques légumes, Léoncie fait chauffer la marmite. Elle a 8 enfants. Ce matin encore, elle était au champ. Léoncie est paysanne. Derrière cette femme au fourneau se révèle une Rwandaise, fière. Léoncie ne se lamente pas. Elle avance. C'est vrai que le Rwanda change rapidement. Quand tu vois que les agriculteurs progressent, qu'ils vont de l'avant, cela veut dire que le pays lui-même avance. Beaucoup d'images indélébiles circulent sur le Rwanda. Pour tous, ce minuscule pays d'Afrique reste celui du génocide des Tutsis, du million de morts. C'était au printemps 94. Alors comment montrer une autre facette du Rwanda? Comment dépeindre son visage actuel? En parlant de l'énorme travail que les Rwandais accomplissent. Nous sommes retournés à plusieurs reprises dans la région de Muhanga, au cœur du pays aux 1000 collines. Et au fil de nos rencontres, nous avons compris que le miracle, c'est que 16 ans après l'horreur, le pays est debout, il existe. De retour du champ, voici Jean-Marie, le mari de Léoncie. Du fourrage plein les bras, il rentre bichonner sa vache. Dépose-le là. Il lui a même construit une étable, plus grande que sa propre chambre. Cette vache, jamais la famille n'aurait pu se l'offrir. Elle l'a obtenue grâce à la volonté des voisins. Lors d'un conseil de village, la tribu de Léoncie a été choisie. La raison, en fait, c'est qu'on n'avait rien. On n'avait pas de vache. Et nos voisins voyaient qu'on n'avait pas de fumier. Je dirais en bref que c'est grâce à Dieu et à l'État du Rwanda qui a demandé d'aider les pauvres pour qu'ils deviennent leurs sympathisants. Le vendredi, c'est jour de marché à Chiyogwe. Où est-ce que tu as mis le seau? Va l'apporter. Léoncie a peu d'occasion de sortir de chez elle. Elle savoure les dernières nouvelles. Sur sa tête, sa récolte, des choux, des patates douces. Depuis que la famille a hérité d'une vache, son quotidien a changé. Ce cadeau, c'est une promotion sociale. Grâce au lait, les enfants ne vont plus à l'école le ventre vide. Les menus plaisirs sont permis. L'argent que je gagne me sert à la maison, à acheter du sucre, du savon, à me procurer des choses que je ne pouvais pas m'offrir. Mais maintenant, grâce aux produits de ma récolte, je peux acheter d'autres choses. La famille est sur son 31. Monsieur Faustin arrive pour une visite de contrôle. Bonjour, vous allez bien? Faustin Minani est l'un des responsables du programme d'aide au développement qui justement a financé la vache. Et ça, c'est votre vache. Tu as vu comme elle est belle? Sinon, pas d'autres soucis ces derniers temps? La vache nous a bien aidés. Elle nous donne du fumier pour mettre dans les champs. Mais tu sais, dans une maison, il y a toujours des problèmes. Car une fois la famille sortie d'affaires, elle doit rendre l'appareil. Un veau grandit dans l'étable en prévision. Mais ne vous y trompez pas. La vache, c'est Léoncie qui l'a dégotée. Les voisins ont voulu lui offrir plus d'autonomie.
Aujourd'hui, les Rwandaises s'assument. Les hommes ne portent plus forcément la culotte. Et contrairement aux apparences, Léoncie est une patronne. Non, au Rwanda, il n'y a pas de différence. Regarde que je te donne un exemple. Une fille aujourd'hui n'aurait pas peur de grimper sur le toit d'une maison pour le couvrir. Dans le temps, c'est vrai qu'elle ne faisait pas les travaux des hommes. Aujourd'hui, on veut l'égalité pour combattre les discriminations dans le ménage. Au Rwanda, rares sont les femmes qui n'ont pas adhéré à une association. C'est une mentalité. Non loin de chez Léoncie, nous avons fait la connaissance d'Alphonsine et de Xaveline, 2 membres de la coopérative Tuvemubwibunge. En haut du village, Alphonsine fait construire sa future maison. Les bras, les bonnes volontés ont répondu présents en nombre. Tous ces jeunes sont les enfants des adhérentes de l'association. Seules, ces femmes vivraient dans une extrême pauvreté. En se serrant les coudes, elles s'en sortent. Alphonsine habitait chez des voisins. Désormais, elle nous présente son 4 pièces. Voilà, ici c'est ma chambre. Enfin ici la chambre des enfants. On se réunit le dernier week-end du mois et puis on cherche ce qu'on pourrait faire pour progresser. On retourne les champs ensemble, on plante et on vend le fruit de la récolte. Aux portes de la grande ville de Gitarama, le quartier de la coopérative. Ici, les enfants courent, les femmes s'affairent. Pendant que les unes labourent les champs, les autres servent à l'épicerie ou au bar, chacune a un petit revenu grâce à l'association. Et chose rare au Rwanda, une crèche accueille même les plus petits. Ce midi, Xaveline est en charge de leur repas. Xaveline est la présidente de la coopérative. La cuisine embaume, les enfants auront même droit à de la viande. Ils n'ont pas besoin de faire du feu pour cuisiner, car eux, ils ont des machines. Ils ont une machine qui cuisine pour eux. Et comme nous a dit le professeur Sakoubou, la machine bip quand c'est prêt. Et la machine vous avertit pour enlever la marmite. Veuve, avec 3 enfants à charge, Xaveline est venue chercher un peu de compagnie. Se sentir utile, c'est important. L'association m'apporte principalement le fait que je ne me sente pas seule dans ma vie quotidienne. Ici, dans cette coopérative, je suis vraiment dans une famille. En ce qui concerne aussi le confort matériel, quand il y a du profit dans la coopérative, on le partage entre nous. Apparemment, les bambins apprécient. Ils ont bon appétit. En fait, plus nous progressons au cœur des collines, plus les femmes nous épatent. Ambitieuses, les Rwandaises ne se fixent plus de limites. Sur les hauteurs de Mushishiro, un paysage a coupé le souffle. Et une apparition incongrue, Bélina. Comment cette femme a-t-elle pu imaginer faire du vin d'ananas, ici, au milieu de nulle part? Tu vois, ça c'est le premier ananas qui a poussé. Mais la deuxième pousse, elle est de meilleure qualité.
Tu vois, là sur le côté, c'est bon. Mais la première pousse, elle est jamais bonne. En dessous, là, ça donne de beaux ananas. À l'origine, Bélina était agricultrice. Suite à un accident, elle s'est improvisée chef d'entreprise avec rien. Quand j'ai commencé à brasser, j'avais que 10 000 francs rwandais. C'était pas beaucoup, car les ouvriers me demandaient 30 000 francs pour cultiver la terre. Maintenant, je peux payer sans problème grâce à mes bénéfices. Car la petite affaire s'est mise à prospérer. Le bouche à oreille a fonctionné. Un matin, Bélina a eu plus de clients que de bouteilles à vendre. Il a fallu embaucher et accélérer la cadence. Donc combien d'argent est-ce que je dois lui envoyer? Il m'a rien dit, t'inquiète pas, je lui donnerai. Bélina ose désormais parler d'argent et négocier. Mais le plus difficile a été de pousser la porte d'une banque pour la première fois. Quand l'administration m'a conseillé de demander un crédit, moi j'avais demandé 1 million. J'étais certaine qu'on n'accepterait pas une telle somme. Comme je n'étais pas du tout habituée à tout ce qui touche à l'argent, je pensais que je ne pourrais pas gérer une telle somme. Un travail qui rapporte de l'argent, auparavant, aucune femme rwandaise ne le faisait. Maintenant, le progrès est vraiment arrivé. En fait, si les mentalités ont changé, si les femmes ont pris leur part de responsabilité, c'est qu'elles n'ont pas eu le choix. Nous sommes en avril et comme chaque année, le Rwanda se souvient. Au printemps 1994, débutait le génocide des Tutsis. Pour que le passé ne redevienne pas réalité, le pays doit toujours se regarder en face. Sur les collines de Muhanga et à travers tout le pays, des centaines de milliers de victimes Tutsis ou Hutus modérés ont été massacrées. Les machettes des Interamwe, les extrémistes Hutus, ont tué hommes, femmes ou enfants. Des voisins ont abattu leurs amis. Des pères ont assassiné leurs épouses parce qu'elles étaient de sang Tutsi ou qu'elles refusaient de tuer. Une folie meurtrière qui aura duré 3 mois. Au réveil, le Rwanda n'était qu'un champ de ruines, peuplé de veuves et d'orphelins. Les femmes ont dû assumer. Alphonsine Mukarugema, elle-même victime de l'horreur, a choisi de prendre le pouvoir en devenant députée. Ces femmes-là, qui dépendaient de leur mari, après le génocide, elles se sont retrouvées seules. Et si elles avaient eu la chance d'avoir des enfants, elles devaient faire grandir des enfants, elles devaient payer au minerval des enfants pour l'éducation des enfants. Et c'est comme ça que l'idée de faire de petits projets, en commençant par exemple par de l'agriculture, de l'élevage, et puis dans de petites entreprises, dans de petites associations, alors on est passé à voir que les femmes pouvaient faire quelque chose. Retour au restaurant de la coopérative. Il y a des gens qui vous demandent. Oui, nous arrivons. Au service, Alphonsine et Xaveline. Attablés, les ouvriers du coin. Avant, ces femmes ne se connaissaient pas. Toutes viennent d'horizons différents. Toutes surtout ont un passé plus ou moins lourd à supporter. Et pourtant ici, veuves du génocide et épouses de prisonniers cohabitent. Comment font-elles pour se côtoyer, pour se parler? C'est simple, l'État dit qu'elles doivent s'entendre, alors elles obéissent. Les deux femmes se regardent. Et finalement, au début, elles ne pouvaient même pas se parler. Mais après, on a dit, mais on fait des réunions et puis on va voir ce qui a été à la base. Comment cela a pu se produire. Et finalement, les femmes ont compris que
dans tous les cas, ce sont elles les victimes et que ce sont elles qui doivent prendre aussi le premier pas. Xaveline, Alphonsine ou Félicité, chacune paye à sa manière le prix du génocide. Même quand le cœur est à la fête, les regards sont voilés. Pour les aider, l'État a mis en place des tribunaux populaires, les gachacha. Entre villageois, on racontait, on dénonçait. Les victimes ont eu le sentiment que justice avait été rendue. Xaveline dit avoir pardonné. L'État a créé ce tribunal pour apaiser les Rwandais. Ce qui nous permet de pardonner, c'est que quand un accusé ose avouer qu'il a tué telle ou telle personne, alors ton cœur s'apaise. Du fait qu'il ose avouer ce qu'il a fait, tu peux lui pardonner. Parce que ce n'est pas lui, mais l'ennemi politique qui l'a poussé. Un beau discours car dans les faits, les blessures sont saillantes. Jean Bosco lui a perdu ses parents devant ses yeux. C'est lui qui a sauvé son petit frère. Ce souvenir est bien sûr essentiel, mais à chaque date anniversaire, les cauchemars le hantent. Pardonner est parfois impossible. 1994, c'était hier. En vérité, il y en a qui ont admis leur faute et ont demandé pardon. Il y en a qui n'ont pas participé. Pour moi, parmi ceux-là, celui qui a le cœur à reconstruire le pays et à s'entendre, on peut vivre et travailler ensemble. Sauf s'il y a quelqu'un qui rapporte une idéologie du génocide. C'est là qu'on prévient les autorités, on leur dit cet homme est comme ça, et elles avisent. Cette année, Jean Bosco a accepté de recevoir une aide psychologique. Rendez-vous est fixé à la mairie. Autour de la table, des orphelins qui peinent à se reconstruire. Ils ont entre 25 et 30 ans. En présence de cette infirmière, ils tentent d'extérioriser, en dépit de la pudeur, parfois de la honte. Nous devons nous souvenir, tout en cherchant à se reconstruire. Je vous demande à tous de m'expliquer comment on peut se reconstruire et se souvenir. L'un dit ce qu'il a vécu, l'autre aussi. Comme ça, on peut penser nos blessures et on se dit qu'on n'est pas le seul. Le besoin de raconter ne s'est jamais tari, même si les tabous demeurent. Tu dois te reconstruire pour leur montrer où tu en es aujourd'hui, que tu es devenu un homme et que toi, tu peux refaire ton pays. Quand tu te souviens et que tu te rends compte de l'ampleur de ce qui s'est passé, de ton côté, tu te reconstruis, tu sens que tu es un homme. Tu peux vaincre tous les problèmes que tu rencontres. Mais comment avancer quand on n'a plus de famille, plus de maman justement, pour faire bouillir la marmite? À Kagitarama, des maisons ont été construites pour ces orphelins. Mais un toit ne suffit pas pour être digne. Chaque jour, Jean Bosco doit se battre pour ses frères. Quand ses parents ont été tués, il est devenu leur père. Ici, il y en a qui sont complètement seuls, sans aucun parent. Il y en a qui ont encore parfois des frères, mais d'autres sont tout à fait seuls. Pour vivre ici, il faut chercher par-ci, par-là, du travail, en ville, chauffeur par exemple. Certains cultivent. Tout le monde fait des choses différentes. Personne n'a un travail fixe, comme ça se passe d'habitude. Des petits boulots, ces jeunes auraient rêvé mieux. En ce moment, Jean Bosco est chauffeur de taxi. Enfin, quand un patron veut bien l'appeler. Moi, je parle 5 langues. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a le swahili, il y a le kenya, il y a le lingala. Sinon, les journées sont longues, frustrantes. Jean Bosco voyait son avenir sur les bancs de la fac. Son père était instituteur. Si je pouvais, je retournerais à l'école. J'irais à l'université. Il faut continuer.
pour aller continuer mes études. Mais il y a déjà là-bas mon petit frère. Avant tout, j'aimerais avoir de quoi vivre de façon à nourrir mes petits frères et puis aller étudier. Je ne peux pas aller faire des études en les laissant à la maison sans qu'ils n'aient de quoi manger. Ce soir, Jean Bosco invitera son ami Célestin à cuisiner. Mais la plupart du temps, ces garçons, dans la force de l'âge, devront se contenter d'un repas quotidien. Je vais te faire une sauce. Tu auras juste à tremper la pâte dans la vapeur et ça suffira. Olivier, vas-y, lis les mots que tu as écrits. Qu'on t'écoute. Chez Léoncie, l'obsession est aussi aux études, aux devoirs. Le soir venu, les enfants récitent, la maman veille. Vous avez écrit en anglais, écrivez des chiffres maintenant. Tous les petits Rwandais doivent être scolarisés dès 6 ans. À l'époque de Léoncie, les filles restaient souvent à la maison. On remarque qu'on progresse grâce à l'agriculture et l'élevage. Mais un petit plus nous manque, peut-être. Ce serait de sortir de l'ignorance et même de pouvoir apprendre à l'école afin d'avoir des possibilités supplémentaires en plus de l'agriculture. Pour leurs enfants, Léoncie et Jean-Marie se serrent la ceinture. Les frais de scolarité sont élevés, mais si l'aîné réussit, toute la famille en profitera. L'année dernière, Théophile a été admis en internat. Il se voit déjà au sommet. Bonjour. Ça va? Aller à l'école, c'est important car tu t'instruis, tu vas de l'avant. Et ces gens-là sont capables de diriger le pays. Moi, j'aimerais être député. Incroyable quand on sait que Théophile a été élevé dans cette maison de terre. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un pays plein de paradoxes. Les familles n'ont pas d'eau courante, pas d'électricité. Et pourtant, les enfants ont le téléphone rivé à l'oreille. Allô? Allô? My friend. Mon ami, oui. Hein? Oui, les nouvelles sont bonnes. Étonnant, futile, pas pour eux, Espérance, la sœur de Théophile, assure que sans son téléphone portable, elle n'aurait pas pu obtenir son travail d'institutrice. Même Internet lui est devenu familier. Internet? Oui, je connais. Je m'en sers. Qu'est-ce que tu fais avec Internet? Je corresponds avec des gens de mon âge. Et puis, je prends des nouvelles, des sportifs et des chanteurs. Ici, on a des nouvelles en Kirundi et en Kinyarwanda. Regardons par exemple cette page web de La Voix d'Amérique ou de la BBC. Choisissez ce que vous voulez. La Voix d'Amérique. Très bien, La Voix d'Amérique. Et ça veut dire que vous cliquez 2 fois et vous attendez que la page se charge. Pour ceux qui n'avaient pas décrypté ce savant jargon, monsieur le professeur Munyawera tente d'expliquer à ses élèves les secrets d'Internet. Ces lycéens éberlués découvrent certains pour la première fois
le web et les géants de l'informatique. C'est quoi un ordinateur? Un ordinateur est un assemblage d'outils qui contient beaucoup de programmes. Le Rwanda a fait des nouvelles technologies une priorité. La fibre optique courra bientôt sur toutes les collines, mais si les jeunes s'adaptent, le pays reste rural et pauvre. Les parents risquent d'être à la traîne. Il y a une grosse différence avec mes parents. Ils sont allés à l'école il y a très longtemps, sans technologie avancée. Par contre, nous, avec tous ces progrès, par rapport à eux, on connaît beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a une très grande différence. Un décalage générationnel que Léoncie refuse. Lors de notre première rencontre avec la famille, seule Espérance avait un téléphone. Une injustice, une ineptie qui énervait beaucoup Léoncie. Je suis en route pour la messe. Je suis en retard, mais ce n'est pas grave. Mais tenace, Léoncie a su économiser. Quelques mois plus tard, c'est elle qui nous a appelés.